art et migration. Donc, je commencerai par citer Édouard Glissant, qui disait du chaos monde qu'il était beau, qu'il valait la peine d'être, qu'il ne fallait pas simplement l'explorer, mais le fréquenter. Il décrivait son caractère comme un extraordinaire enchevêtrement de cultures aux conséquences imprévisibles. Conséquences imprévisibles sûrement, et produisant le déchirement peut-être, mais pouvant être le résultat d'une réelle prise de conscience des diversités culturelles, partout, en nous, entre les êtres proliférants. Donc, dans un cadre français en pleine mutation depuis plusieurs décennies, où la démographie croissante se présente comme étant de plus en plus variée, dans l'idée d'une France multiculturelle, dans les faits, qu'en est-il? Quelle place occupent les productions artistiques et culturelles des artistes migrants et migrantes et issus de l'immigration dans la société française? Quelle place pour une réelle et effective interculturalité en France? Donc, pour tenter d'approcher une réponse à ces vastes questions, nous allons nous intéresser aux limites, aux freins à cette élaboration de l'interculturalité, mais aussi, dans un deuxième temps, aux pistes possibles auxquelles quelle réponse peut être apportée. Et pour répondre à ces questions, trois invités avec moi ce soir. D'abord, Maria Peñacoto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste multidisciplinaire, vous êtes espagnole. Vous êtes diplômée en 2013 des Beaux-Arts de l'Université de Madrid. Vous enrichissez vos études avec des bourses d'échange dans les universités de Sao Paulo et de Londres. En 2014, vous obtenez un master de coopération internationale, vous permettant de lier action artistique et action sociale en collaboration avec diverses ONG. Depuis 10 ans, vous concevez des projets artistiques fortement imprégnés d'une conscience sociale et d'influence multiculturelle. Vous exposez votre travail, et élaborez des projets dans le monde entier, de New York à Pékin, en passant par Haïti, l'Indonésie. Et vous participez à divers projets comme Replant Art, qui est un programme de développement communautaire en collaboration avec les femmes en Haïti, et le projet Refest d'Europe créative notamment. Aujourd'hui, vous êtes en résidence au 59 Rivoli à Paris et présentez des œuvres conçues pour soulever des questions inconfortables. Bonsoir Maria. Bonsoir. Deuxième invité, Myriam Azizi, vous êtes universitaire spécialisée en sciences du langage, musicienne et aussi chroniqueuse musique au sein de Kantara, le magazine de l'Institut du monde arabe de Paris. Depuis l'âge de 11 ans, vous vous consacrez à la musique arabe classique et andalouse. Vous êtes passé par le lycée pilote des arts et au conservatoire de Tunis. Joueuse de oud, vous formez votre premier duo avec Clio Carabellias, avec qui vous montez le projet Rhizoma. Ensuite, le trio Boustan avec Ronan Barbarian et Ludwig. Vous vous produisez au chant et au luth, donc sur des scènes françaises et à l'étranger. En 2015, vous créez le spectacle Andaladino, présenté au Festival international de la Médina de Tunis. Et vous êtes également compositrice de musique de film. Donc on pourra citer par exemple Le clown de Mehdi Emili et Mon frère de Kamel Mouati. Bonsoir Myriam. Bonsoir Théo. Notre troisième invitée ce soir, Sophie Moulard. Vous êtes anthropologue, chercheuse associée au LAM, le Laboratoire des Afriques dans le monde à Sciences Po Bordeaux, et chargée de mission au TEIA Lab, dont vous avez contribué à former. Depuis le début des années 2000, vous menez diverses recherches sur le continent africain, au Sénégal, en Tanzanie, au Togo notamment, et auprès des diasporas africaines en France. Ces travaux se concentrent notamment sur les questions d'expression artistique et de citoyenneté, émanant de la jeunesse urbaine en Afrique subsaharienne et dans ces diasporas. Le TEIA Lab promeut l'anthropologie dans le champ de l'action publique. Vous y conduisez des études de recherche-action et travaillez sur des projets européens dans les registres de l'éducation et de la participation. Et conjointement, vous poursuivez vos activités de recherche. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Alors, tout d'abord, pour dégager les limites en fait, aux inégalités en France à l'interculturalité et à l'expression des pratiques artistiques migrantes, je me tourne vers vous, Maria et Myriam. Vous êtes toutes les deux issues d'une culture étrangère, vous êtes des artistes, créatrices. Comment on se sent quand on est artiste migrante en France? Comment on peut être entièrement soi? Comment on peut s'affirmer sur le territoire français en tant qu'artiste étranger? On commence par... Commence, Myriam. Bon, alors, en ce qui concerne mon expérience,
en tant que luthiste chanteuse, il a fallu, on va dire, c'est-à-dire s'approprier soi-même son patrimoine pour pouvoir le transmettre dans un territoire d'accueil. Et puis, c'était justement en profitant du caractère cosmopolite de la France et notamment de Paris que j'ai pu en même temps affirmer ma création et affirmer mon identité culturelle. Puisque j'ai collaboré avec, c'était l'occasion de collaborer avec pas mal d'artistes du monde entier, puisque Paris, c'est cosmopolite. Donc voilà, c'était une très très riche expérience de point de vue collaboration artistique. Après, bien sûr, le problème, c'est l'invisibilité aussi hein, de l'artiste issu de cultures migrantes. Et puisque on est quand même, on va dire, occulté par les médias locaux, les médias locaux, pardon. Et puis voilà, donc c'était à la fois donc très épanouissant, mais en même temps un combat pour sortir de essayer de sortir de cette invisibilité, on va dire, puisque non seulement je suis de culture étrangère, mais aussi je suis femme luthiste, ce qui complique un peu les choses, puisque les luthistes, en général, dans le monde, le luth, c'est masculin, en fait. Donc, c'est doublement difficile, c'est un combat double, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, bon, tout d'abord, je vais définir. Théo, Oui. Théo, est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, elle se voulait volontairement large en fait pour commencer cet échange. Mais oui, c'est votre expérience, donc c'est ce qui. Enfin, voilà, ça dépend en fait des expériences que vous avez ressenties comme étant important dans votre vécu sur le territoire. Oui. Et donc vous Maria? Et dans mon cas, ma manière de développer ma carrière et ma trajectoire professionnelle a été très liée finalement à la migration, parce que la plupart de ma vie adulte, j'avais comme un migrant en différents pays avec différentes considérations, avec les avantages et les inconvénients que ça me porte. Mais ici, en France, spécialement à Paris, je pense que c'est pas trop mal pour être un artiste migrant européen. Je ne veux dire pas que c'est facile. C'est toujours difficile pour un artiste qui arrive à un pays que c'est nouveau. C'est toujours difficile. Mais après, il y a différents niveaux de difficultés. Et ici, peut-être les difficultés plus grandes quand il arrive, c'est la logistique. Et c'est très difficile. Par exemple, pour trouver un appartement, si tu n'as pas un travail traditionnel, si tu n'as pas un garant français, c'est très difficile. Si tu n'as pas un téléphone français, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Si tu n'as pas un compte bancaire, tu ne peux pas avoir un téléphone. Et tu as que solutionner tout ça en français, parce qu'il n'y a pas dans les institutions et dans les sources officielles, il n'y a pas autre langue, donc tu as que trouver comme la solution, non? Donc, la langue et la logistique, je pense que c'est une des premières difficultés que les migrants trouvent. Mais après, comme artiste, non, il y a aussi qu'il faut qu'entrer dans le cercle de l'art. Et je pense qu'en France, les cercles traditionnels sont fermés. C'est très difficile. Bon, c'est très facile si, par exemple, il y a un artiste invité, non, pour venir, pour faire un expo, un événement, tu es très bienvenu, mais si tu es un artiste qui est migrant, qui est déjà là,
et je pense que c'est difficile. Et après aussi, il y a autre choses comme de quelle est ta nationalité, la couleur de ta peau, sexe, ton travail, non? Ça, tout ça, au final, compte. Mais bon, c'est pour ça que je pense qu'au final, je suis un migrant ici à Paris privilégié, non? Par exemple, je me rappelle je me souviens d'un exemple, par exemple, quand j'ai allé à Chine, quand j'ai arrivé là, je parle pas des Chinois. J'ai allé à une résidence artistique avec d'autres artistes chinois. Et ils ne parlaient pas aussi d'anglais, seulement un peu. Donc, les premiers jours, il a été complètement perdu, non? Désespéré. J'avais que de faire des documentations et tout ça dans les polices. J'ai besoin d'aide tout le temps. Et aussi, je me rappelle, je me souviens, désolée pour les Français, j'essaye, mais je suis encore en train de m'améliorer. Mais bon, oui, je me rappelle que j'allais acheter une bouteille de l'eau, non? Une chose très basique. Et finalement, j'ai cherché les bouteilles les plus grandes dans un petit magasin d'un lieu très rural. Et quand j'ai allé après avec mes bouteilles à les musées, et tout le monde commençait à se rire. Et c'est comme, bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Non, et quand j'ai entré dans mon atelier et je me servais un verre et j'essayais de l'eau, et finalement, j'avais acheté 3 litres d'un liqueur, d'un alcool chinois. que bon, c'est une chose au final que, ok, tu te ris, c'est amusant, mais quand c'est comme ça tout le temps pour absolument tout, c'est très dur, non? Donc, bon, avec ça, je veux dire que je suis privilégiée parce que ma culture, c'est pas trop loin de les françaises. Et donc, je peux arriver à comprendre sans beaucoup de difficultés, avec beaucoup de difficultés, mais si tu les compares avec d'autres nationalités, pas trop. Donc, bon, c'est différent. Et aussi, je veux dire que j'ai dit que France, les cercles traditionnels sont difficiles de s'enfermer, mais aussi une chose que c'est très bon en France, c'est qu'il y a beaucoup de choses alternatives liées à l'art. Donc, en cette ambiance, tu peux trouver beaucoup de possibilités de montrer ton travail, de travailler aussi d'une manière un peu plus libre. Mais il y a moins d'argent dans ce cercle, mais c'est aussi une très bonne option. Et les ressources, pour terminer la question, c'est que c'est une bonne chose aussi de la France, c'est qu'ici, l'art, c'est considéré un métier. Par exemple, en Espagne, il n'y a pas une forme juridique qui dit que tu es un artiste. Donc, ça valorise aussi le travail de l'artiste. Donc, bon, il y a des lumières et des ombres. Donc, c'est vrai que la question du statut et de la diversité des statuts d'artistes en fonction des migrations fait beaucoup évoluer l'expérience sur le territoire français. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Sophie, sur ces facteurs-là et la diversité des statuts d'artistes qui permettent en fait vraiment, enfin qui font changer les expériences en fonction des origines, en fonction des origines de migration en fait. Oui, en fait, effectivement, il y a une très grande pluralité de situations, de cas. D'ailleurs, en fait, je voulais juste revenir sur l'appellation que vous avez choisie de culture migrante pour peut-être dire que migration, en fait, renvoie quand même à une idée de mobilité et de processus, non pas à une identité ou à un état de fait qui vise à durer. Et que donc, en fait, parler de culture migrante me paraît peut-être impropre, enfin, certainement impropre, c'est-à-dire davantage parler de culture de personnes en situation de migration ou de personnes migrantes, sachant que même parler de migrants, en fait, peut être, voilà, parler de migrants comme quelque chose de pérenne peut également poser problème, puisque des personnes sont en situation de migration provisoirement. C'est une situation normalement transitoire.
Et donc, en fait, pour parler, effectivement, j'ai travaillé donc, sur le mouvement rap à Dakar dans le cadre de ma thèse de doctorat il y a déjà un petit moment, que j'ai soutenu en 2008. Donc j'ai pu travailler sur ce terrain-là au Sénégal pendant 1 an et demi. Et puis par la suite, effectivement, j'ai suivi des rappeurs dans le cadre d'une anthropologie multisituée, notamment sur le terrain français, en fait, pour voir toutes sortes de choses d'ailleurs, voir comment leur musique pouvait évoluer, leur posture changer en fonction de s'ils se produisaient dans leur pays d'origine ou en France ou dans d'autres pays d'ailleurs où ils pouvaient réaliser des tournées ou terres d'accueil. Et puis effectivement, m'intéresser au statut très pluriel, pour en revenir à votre question, effectivement des artistes migrants qui peut varier de la situation la plus confortable d'un artiste déjà reconnu dans son pays d'origine et qui va être sollicité par des réseaux culturels déjà établis pour venir se produire en France, voire s'installer en France durablement, et qui donc va être invité dans ce cadre-là et même dont l'installation est favorisée, permise administrativement, organisée par ces réseaux culturels et relativement donc confortable, de façon très diversifiée selon les cas, mais voilà, si on veut parler des situations les plus favorables, il existe effectivement des artistes qui se retrouvent dans cette situation-là. Et puis à l'inverse, des artistes qui se trouvent en situation de migration, même pas parfois pour des raisons artistiques, mais pour des raisons tout à fait autres qui sont comparables à celles des autres migrants, des raisons économiques, des raisons politiques, des raisons familiales, de pression sociale du groupe social, et qui se retrouvent donc en situation de migration et qui, par ailleurs, effectivement, se trouvent avec des artistes qui vont chercher à pratiquer cette expression artistique ou d'autres expressions artistiques d'ailleurs. Je pense à certains cas d'artistes qui changent, qui migrent justement d'une expression artistique à une autre une fois qu'ils se retrouvent ici en France parce que justement ils la trouvent peut-être plus pertinente par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur nouvel état d'être en tant que personne. Et qui donc effectivement vivent tout à fait des choses complètement différentes dans ces cas-là. Et puis, alors pour en revenir à ce que j'ai pu étudier moi dans le cadre de ces rappeurs sénégalais, des mobilités pendulaires extrêmement fortes, c'est-à-dire des gens qui restent installés majoritairement au Sénégal, mais qui ont la possibilité de vivre temporairement, non pas simplement de faire des tournées, mais de s'installer par exemple 4-6 mois par an en France pour pouvoir produire leurs albums, pour pouvoir les diffuser, pour pouvoir tourner, etc. Mais qui gardent un pied au Sénégal et peuvent circuler beaucoup plus librement entre un pays et un autre. Voilà. En se sentant, oui, en se sentant citoyen du monde, ce qui est donc reste un luxe, évidemment. On avait parlé précédemment entre nous de cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, qui est un très joli mot, qui fait beaucoup rêver, mais qui reste effectivement un vœu pieux pour beaucoup de citoyens sur cette planète, comme chacun sait, puisque les frontières sont loin d'être labiles pour la plupart d'entre nous. Et voilà, donc ces artistes vivent des situations extrêmement variées. Pour en revenir à ce que vous disiez sur peut-être il y a comment dire, une modification, une façon différente en fait d'approcher sa création lorsqu'on arrive sur un territoire différent. Est-ce que vous, par exemple, Myriam, vous avez pratiqué différemment est-ce que vous avez vu une différence en fait entre les endroits où vous vous produisiez, où vous avez créé, etc. Oui, effectivement, il y a un sentiment de... Il y a un changement, c'est-à-dire par rapport au processus de création, puisque on est conscient qu'il y a un public différent
et qu'il faut inconsciemment, en fait, on est dans une posture de vouloir, en fait, faire comprendre à l'autre sa culture, en fait. On est dans cette posture-là, c'est-à-dire que c'est pas, on sait déjà dans notre inconscient que ça ne sera pas fluide, c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même culture. Donc c'est-à-dire que il faut, en tout cas, je parle de mon expérience, tout le background que j'ai culturel, pour moi, c'est comme un don que j'offre pour enrichir l'autre, en fait, la culture de l'autre. Donc, je suis dans une posture, une situation normalement d'interfécondation, en fait, culturelle. Et voilà, il y a cette interfécondation, il y a l'idée de se faire accepter par l'autre, culturellement, bien sûr. Donc voilà, on est tout le temps, je suis tout le temps dans cette posture, ce qui fait que bien sûr, je me suis entourée d'un guitariste breton et voilà, je sais pas, c'est le hasard, enfin, je sais pas si c'est le hasard, mais en tout cas, le percussionniste, il était basque, donc voilà, guitariste breton, percussionniste basque, qui sont déjà des individus issus de cultures ouverte à l'autre, traditionnellement parlant. On dit que les Bretons sont tournés vers l'autre plus que voilà, d'autres régions en France. Ça, c'est un fait, non? Et donc, voilà, par hasard, je me suis retrouvée avec ces entités-là, c'était donc plus fluide avec eux. Et après, bien sûr, il y a le public. Il y a il y a la réception hein, de ma création et comment se faire accepter par l'autre d'une manière conviviale et non pas imposée à l'autre, bien sûr. Parce que dans mon préfond, pour moi, l'autre, il est comment dirais-je, il peut l'autre n'est pas fermé naturellement. Je veux dire, normalement, les êtres humains sont ouverts, normalement, hein, c'est ce qui devrait se passer, mais justement, comme ce n'est pas toujours le cas, il y a un effort d'adapter, on va dire, ces créations, d'où justement le fait de s'entourer de musiciens français aussi, voilà. Je reviens sur ce que vous avez dit au début. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de pédagogie en fait qui doit aller avec une culture extérieure où il y a tout le temps le besoin d'accompagner la création avec une explication, avec voilà, cette volonté pédagogique d'accompagner en fait la réception et de ne pas être finalement tellement libre, entièrement libre dans son expression artistique quand on est dans une culture différente? Oui, oui, oui. On est à la fois, oui, comme vous dites, on n'est pas totalement libre dans le sens où on a peur du refus, en fait, et de l'autre aussi, parce que l'autre ignore notre culture, notre langue. Donc, même si la musique est un langage universel, on le sait, la musique est un langage universel, certes, mais quand il s'agit, en tout cas de mon propre cas, de musique orientale, on est souvent restreint à se produire dans des espaces dédiés à ça. Alors que, bien sûr, si le public était préparé depuis son jeune âge à toutes ces cultures-là, moi, je n'aurais pas à faire cet effort de m'adapter, voilà, d'avoir tout le temps des je sais pas comment le dire, voilà, d'avoir en quelque sorte toujours cette idée de ne pas pouvoir transmettre d'une manière fluide et voilà.
Euh, alors, du coup, c'est vraiment cette notion de transmettre, d'expression. Oui. Vous, Maria, vous avez donc parlé dans votre pratique artistique de thèmes variés. Je vous laisserai peut-être en parler avec vos propres mots. Est-ce que vous avez, lorsque vous avez donc créé en France, est-ce que vous avez une façon différente de communiquer sur les sujets qui vous intéressaient? Une façon différente de parler de la barrière. Non, de votre, dans votre pratique artistique, est-ce que vous aviez est-ce que vous avez une façon différente de, de produire en France et de communiquer en France que par exemple dans d'autres pays, vous qui avez vraiment une expérience dans différents pays avec beaucoup de notions très internationales? Oui, c'est. Je pense que en ma case, quand j'arrive à un lieu, ma idée, c'est pas transmettre ma culture, parce que j'ai commencé à voyager parce que je suis très curieuse pour le monde. Donc, c'est un peu d'apprendre, de prendre des choses et de voir ce qui va passer si je mélange les choses que j'apprends là et après je fais quelque chose, non? Donc, ça qui m'est passé, par exemple, quand j'ai voyagé à d'autres pays avec cultures qui sont très différentes, c'est que je me sentais un peu, même si le pays a plus de restrictions, par exemple en Chine ou en Indonésie, personnellement, je me sentais un peu plus libre à le moment de travailler. Peut-être j'avais aussi un peu de limitations avec la politique et tout ça pour contrôler mon travail. Ça, c'est autre chose. Mais personnellement, comme par exemple en Espagne, il y a les pressions de la culture et tout ça. Et là, je me sens un peu plus libre. Et par exemple, la première performance que j'ai fait, normalement, j'ai commencé à travailler avec la peinture, après j'ai fait la sculpture, mais jamais j'avais fait, par exemple, un peu performance, non? Et là, en Chine, et quand j'arrivais, je n'avais pas de manière de me communiquer comme ça. Et on commençait à nous communiquer avec les arts un peu. Je me rappelle le premier jour qu'un groupe de musiciens de là commençait à jouer de musique avec les violons et comme ça, et différents instruments, à jouer en front d'une pièce, d'une peinture que j'avais fait. Et donc, ça a été très, très fort pour moi. Et après, c'est comme j'ai commencé à me sentir un peu plus libre et à dire, bon, je vais essayer aussi à faire des choses nouveaux. Pourquoi non, non? Et j'ai fait, par exemple, une performance dans la... bon, avant, j'ai fait une performance dans la muraille Chine, mais après, je pense que c'est plus intéressant de parler d'une performance que j'ai fait pour le public dans un labyrinthe où j'ai demandé à les personnes d'écrire ces barrières et ces peurs dans un tissu et après se couvrir les jets avec ça et marcher dans un labyrinthe sans voix et seulement avec comme se dit, les touches de les murs et en même temps qu'ils suivent les sons de la musique, non? de les violons, comme ça. Et ça a été une expérience très, très forte, très forte, très sensitive, parce que l'art a cette capacité de, au final, se communiquer avec les sensations, les sentiments, les émotions. Qu'il y a autre chose qui a la capacité de se communiquer comme ça, non? Et au final, en partageant les expériences, et enfant, par exemple, elle a dit, je ne sais pas qui a passé, mais il a commencé à pleurer parce que l'émotion était trop forte et comme ça, et c'est une chose que c'est l'art. Mais après, par exemple, quand je suis en Espagne, au France, je le sens un peu plus proche, donc je suis un peu aussi limitée pour notre société. Oui, je me sens un peu plus pressionnée
à le moment d'écrire. J'ai fait plus d'efforts. Vas-y, Myriam, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, par rapport en tant que luthiste donc tunisienne, de culture orientale, on va dire, moi je pense que l'une des raisons possibles hein, qui me fait sentir que il faut faire un effort justement dans ce jeu de transmission, dans ce travail de transmission, enfin de partage de la culture. L'une des raisons, c'est la différence, on va dire, culturelle aussi, parce que la culture orientale est vraiment aux antipodes du cartésianisme occidental. Et donc justement, le public, au début, a du mal à se lâcher, en fait, en écoutant le oud et en écoutant les chansons. Ils sont bouleversés, en fait, mais c'est dans le bon antipode de classicisme. Donc c'est vraiment, ça se joue au niveau psychologique et le subconscient. Et donc c'est ça, ça se joue, ça se joue, ça se joue là en fait, cet effort fourni pour se faire comprendre par l'autre et pour l'inviter en fait à notre monde en quelque sorte, parce que c'est ça, on est dans une situation d'échange culturel aussi. Et voilà, on participe en tant qu'artiste de culture migrante, on participe à l'enregistrement de la culture de l'autre qui est déjà là, ancrée dans un pays avec tous ses coutumes. Euh, voilà, donc je pense que pour ma part, c'est une grande richesse de rencontrer l'autre et de se mettre une mise à nu en fait. Et puis la culture, c'est un vecteur. Pour moi, il n'y a pas plus noble que voilà, d'offrir à l'autre ce que ses ancêtres ont écouté comme musique, ont joué comme instrument. Donc l'autre aussi devrait c'est aussi un moment de pousser l'autre aussi à creuser et à aller voir, en fait, aller se documenter sur la culture de l'autre. Et c'est ça qui est magique, en fait, c'est cette rencontre-là. Et voilà, donc c'est à la fois, c'est un défi. De pouvoir s'affirmer en tant que voilà, artiste, femme, luthiste, tunisienne, dans un pays où la culture, où les codes, où la culture principale est issue du cartésianisme. Et voilà, et du classicisme haussmannien, comme on le voit, donc à travers les immeubles de Paris. Voilà. Donc oui, c'est vraiment cette notion d'altérité, l'autre en fait, où réside tout cet intérêt Oui. dans les cultures voilà, issues de l'extérieur. Finalement, dans notre société française, où on remarque qu'on a quand même un manque de visibilité sur ces autres cultures-là, qui restent quand même relativement sur des à-côtés assez marginales, est-ce que tout l'important n'est pas dans de sortir de cette ignorance mutuelle et vraiment dans la connaissance, voilà, la connaissance mutuelle et apprendre de l'autre? Sophie Moulin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette vraiment, et par rapport évidemment, donc ça c'est des enjeux qui sont à différents niveaux politiques, etc. Vraiment le fait de connaître l'autre pour qu'il y ait réellement une visibilité des cultures et des pratiques variées. Oui, oui, parce qu'effectivement, rencontrer l'autre, c'est quelque chose qui est très beau et
en même temps est très malaisé, c'est-à-dire d'une culture à l'autre, c'est malaisé, mais d'une personne à une autre, même de la même culture, c'est de toute façon malaisé. Et effectivement, il y a tout un travail de... Ça me fait penser, en fait, ce que disait Myriam tout à l'heure, ça me faisait penser à quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, que dit Tim Ingold, qui est un anthropologue écossais, qui parlait justement d'anthropologie et aussi d'éducation, qui disait que pour lui, l'éducation, c'était pas nécessairement une transmission des savoirs, c'est-à-dire d'un contenant à un autre contenant, mais plutôt il met l'accent sur la notion d'attention et que l'attention mutuelle permet justement le partage et c'en est même la condition sine qua non. C'est-à-dire que effectivement, quand par exemple Myriam joue en concert devant un public qui n'a pas cette culture, qui ne connaît pas, on peut dire que tu es détentrice d'une culture et que le public en face ne connaît pas, n'en a pas les codes, en fait, ne connaît pas l'histoire, etc. Mais finalement, par une attention partagée, c'est-à-dire si l'artiste lui-même porte attention au public qu'il a en face de lui, des passerelles se trouvent, en fait, un travail de traduction très, très fin, très sensible se produit, qui permet justement qu'il y ait vraiment échange, en fait. Donc, en fait, il y a évidemment beaucoup de niveaux de traduction et de niveaux de rencontres. Ça peut être une rencontre savante, comme tu le disais tout à l'heure, le public peut effectivement, en rentrant, parce qu'il a été ému, se renseigner sur cette culture, etc. Et puis, il y a une dimension directement sensorielle, c'est un petit peu l'avantage, c'est même beaucoup l'avantage aussi des disciplines artistiques et surtout peut-être de la musique. Pas exclusivement, mais c'est vrai que la musique est très bien placée dans ce domaine-là. Et donc permet effectivement une rencontre presque immédiate, en fait, qui n'a pas besoin de langage. C'est vrai que par rapport, on parlait du statut des artistes, il y a aussi la question de la langue. Qui arrive sur un territoire d'accueil dont ils parlent la langue et parfois non, pas du tout. C'est évidemment, surtout si on est écrivain, par exemple, dans le cadre de certains arts, ça peut être extrêmement handicapant. Ça peut être aussi extrêmement générateur de création dans un deuxième temps. Je pense notamment à un artiste syrien sur Bordeaux que je connais, un poète syrien qui, après avoir été extrêmement désemparé par le fait justement de ne pas maîtriser la langue française et de ne pas arriver à faire ce qu'il voulait avec la langue arabe, était un petit peu dans une situation transitoire difficile. Et puis finalement, il a assumé le fait de continuer à créer en arabe et de pouvoir justement diffuser cette poésie en France, mais également se permet au bout de quelques années, maintenant ça commence à faire longtemps, hein, c'est pas immédiat évidemment, je crois que ça fait une douzaine d'années minimum qu'il est en France, mais maintenant se permet directement d'écrire en français. Au diable les codes de la bienséance de la langue française et parfois aussi de sa rigidité. Il se dit, bah voilà, je suis poète, je m'empare de la langue française. Parfois, j'utilise une expression pas forcément à bon escient, mais moi, j'en fais autre chose. Et de toute façon, vu que je suis poète, je peux me permettre cette liberté-là. Et c'est vrai que c'est aussi un des grands avantages, bien évidemment. Et ça permet évidemment aussi de faire vivre la langue française, de ne pas la laisser rigide, figée, mais de la faire basculer sensiblement vers autre chose. Pardon. C'est un peu ce que je fais avec le oud, en fait. Je suis dans la création, mais vraiment dans un style sans frontières, sans référence préalable. C'est-à-dire que mes compositions, c'est vraiment toutes ces musiques du monde que j'ai écoutées. Donc, c'est de la fusion finalement, mais en même temps, on reconnaît aussi la résistance du côté oriental malgré tout. Donc, mais c'est une fusion de toutes ces toutes les musiques que j'ai écoutées depuis depuis l'enfance, on va dire. Oui, c'est ce qu'il y a. Oui, donc si je peux me permettre juste de dire bien sûr, de rajouter quelque chose. Oui, alors ce que tu disais directement,
tout à l'heure, Théo, vous citiez Édouard Glissant, et effectivement, ce qu'on pourrait appeler syncrétisme, évidemment, il faut manier ce terme avec prudence, mais quand Édouard Glissant parle de passer d'une identité racine à une identité rhizome dans une poétique de la relation, c'est tout à fait ça, en fait. C'est très joliment et profondément dit pour exprimer justement cette rencontre. Oui, ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que lors de la préparation de cette conférence, on a pu parler justement des rôles des institutions, alors du rôle positif, mais également des blocages que cela peut occasionner. Et justement, parfois, il y a une incompréhension dans cette rencontre avec l'autre, me semble-t-il, dans une vision peut-être un petit peu figée et institutionnalisée justement de ces institutions culturelles. Alors, qui y remédie de plus en plus, mais pendant toute une période, en fait, qui était à la recherche des cultures de l'autre à travers une certaine vision exotique, qui ne permettait pas justement cette rencontre avec l'autre, puisque dans ce que j'entends par exotisme ici, c'est justement une vision un petit peu galvaudée et rigidifiée de la culture de l'autre. On extrapole la culture de l'autre, on a des attendus particuliers par rapport à la culture de l'autre, et donc évidemment, ça ne nous met pas dans une situation d'ouverture pour la recevoir et pour la partager, en fait. Et donc, finalement, on va accréditer certaines expressions de la culture de l'autre et en rejeter d'autres, parce qu'elles ne correspondent pas finalement à ces attentes-là. C'est ce que Karine Barber, une anthropologue anglaise, appelle cette recherche fantasmée de l'authenticité. En fait. À partir du moment où on fait le deuil de ça, où on arrive à passer outre, là, on peut se mettre effectivement dans une situation d'accueil, réellement. Et est-ce que dans cette situation-là, il n'est pas intéressant de se tourner, dans ce cas, vers des structures autres, d'autres façons, d'autres styles d'institutions, voire même des noms d'institutions, disons. On pense par exemple aux tiers-lieux, aux associations. Je sais que vous, Maria, par exemple, vous avez beaucoup travaillé avec des associations. Est-ce que vous avez senti une approche différente de l'autre que des grosses institutions artistiques? Je ne suis pas un expert de ça parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les institutions françaises. Je seulement, j'ai arrivé ici à Paris pour travailler avec un programme européen, pour travailler avec une association qui travaille principalement avec les immigrants et les personnes qui aussi vivent dans la rue. Et pour moi, le premier choc a été que les personnes qui travaillent dans l'association, ils sont la plupart immigrants, mais ils parlent de ça comme une chose complètement extérieure à ils, parce qu'ils se considèrent expatriés, mais pas immigrants. Donc, ça commence avec une perspective un peu de supériorité. Je ne me veux pas considérer un immigrant parce que je suis autre chose. Non? Et après, tu vois ça aussi la manière de travailler, par exemple, avec donner par exemple un café, après prendre une photo de la personne pour montrer la vulnérabilité et que cette personne a besoin d'aide. Et après, tu les montres dans les réseaux sociaux et tout ça. Donc, ça a été une expérience pour moi négative, que ce n'est pas la première fois que je le trouve, parce que j'ai trouvé ça aussi, par exemple, en Haïti. Où, par exemple, j'ai allé là avec une organisation américaine qu'après, je l'ai laissé travailler avec la population locale parce que j'ai trouvé une situation un peu similaire. Par exemple, un jour qui pliait beaucoup, la direction de l'organisation lui donnait les sacs, un sac très grand, parce qu'il était trop lourd. Donc, elle les donnait à un petit enfant sans chaussures sur la pli. Et c'est comme... bon, et pourquoi tu donnes les sacs? C'est trop lourd pour toi à un petit enfant, parce que c'est un haïtien, parce que si l'enfant c'est américain, c'est d'un pays européen, tu jamais ferais ça, non?
Donc, je pense que cette vision, c'est très étendue dans les pays occidentaux. Et c'est une chose que c'est très, très nécessaire de changer. Mais malgré cette expérience qui a été pas positive, je pense qu'en France aussi, il y a beaucoup d'organisations qui travaillent très bien. Après, j'ai connu aussi beaucoup de personnes qui travaillent, et d'amis aussi qui travaillent sur l'organisation. Par exemple, un qui s'appelle l'atelier des artistes dans l'exil, ou une chose similaire. En exil, exactement. Ouais. Et aussi, il y a une initiative d'un bar qui s'appelle The Dissident Club, qui a commencé un peu avant le confinement, mais c'est un bar et en même temps, il fait des conférences sur le thème international de différents pays. Et ça, c'est fondé pour des journalistes de Pakistan. Et c'est vraiment ce type d'initiative très intéressant. Ou autre ami qui travaille dans une entreprise qui s'appelle Anemo, et aussi qui forme à les formateurs sur les thèmes d'intégration et diversité. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais encore sont très petites, besoin de support de les institutions, je pense. Et on a que changer les manières de penser que c'est intérieur, que c'est un peu, encore un peu de l'image des colonisateurs. On a encore que changer beaucoup en cette direction, mais il y a des choses qui commencent à être très intéressantes. Un peu à ce concept que Sophie mentionnait aussi de justice sociale, non? C'est ça la conception qu'on a que changer, c'est pas aider, c'est une justice sociale. Je pense que c'est ça la direction qu'on a que prendre. Ouais. Donc, vous voulez peut-être réagir autour de cette notion de justice sociale, de faire finalement par soi-même, enfin aussi de sortir donc de ces institutions-là qui sont peut-être qui enferment dans des cases, dans des clichés, que ce soit donc cette notion d'exotisation de certaines cultures. Donc oui, peut-être vraiment, alors peut-être la justice sociale, le faire par soi-même, que ce soit par les artistes en eux-mêmes. Est-ce que en tant qu'artiste, on peut finalement arriver à défendre entre guillemets sa culture sans passer par les institutions, sans devoir en fait rentrer, par exemple pour une artiste, je pense à vous Mariam dans ce cas-là, musicienne, sans devoir se produire sur certaines scènes. Oui. Oui, alors comme je vous ai dit tout à l'heure, moi j'ai donné un concert par exemple à l'Institut des cultures d'Islam à Paris, dans des bars à vocation musique du monde. Mais moi, je pense que non, il faut vraiment, il faut pas se voiler la face, il faut dire la réalité telle qu'elle est. On est marginalisé, même si il y a des associations, mais ça reste en marge de ce qui se passe et ce qu'on voit à la télé, par exemple, ce qui est médiatisé. Ce qui est médiatisé et ce qui représente bien sûr le pouvoir public. Et puis voilà, moi je pense que la télé, par exemple, est l'organe le plus c'est l'organe le plus influent et il façonne bien sûr, il façonne les individus et malheureusement en absence de cette ouverture à l'artiste issu on va dire, de la migration, et ben, on reste invisible. Donc, même si on peut, même s'il y a d'autres alternatives, mais on reste invisible pour la majorité des habitants de la France, on va dire. Donc, au final, on est marginalisé. C'est une réalité. Il faut au contraire, au lieu de la fuir, il faut en repérer les causes et les traiter. Et puis aider peut-être ces institutions publiques à nous sortir de cette catégorie d'exotisme, de changer d'attitude
et d'aller vraiment à la rencontre de l'autre d'une manière spontanée et non en voulant plaquer ses propres codes ou comme disait tout à l'heure, alors j'ai un problème avec les noms, Sophie en fait, comme disait Sophie, donc chercher, attendre de l'autre, on projette sur l'autre ce qu'on est et on est dans cette posture d'attente de notre propre image, alors que non, il y a aussi un plaisir énorme à découvrir l'autre et d'être dans un partage sincère et spontané et sans calcul et sans esprit cartésien, voilà, d'une manière, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il y a toujours un travail à faire par rapport à ça et qu'on est encore loin d'un partage réel et d'une considération de l'autre sans, comme je viens de le dire, sans des pardon? A priori? Voilà, sans des a priori. Voilà. Et ça, bien sûr, ça joue au niveau scolaire, hein, de la petite enfance aussi, jusqu'à. Donc, on voit bien que dans les établissements scolaires, on consacre vraiment un maigre programme sur, par exemple, l'histoire du monde arabo-musulman. Et puis, on regarde toujours et souvent la culture au prisme de la religion, alors que la religion n'est pas le seul élément culturel qui représente ce monde arabo-musulman. Il y a aussi, il faut peut-être valoriser le patrimoine artistique, culinaire, littéraire, de toutes ces parties du monde qu'on retrouve en France. Voilà, donc il y a encore un travail à faire. Mais pour ça, je pense que c'est aussi les arts, c'est un outil aussi très intéressant et pas trop utilisé pour briser cette barrière, cette manière de penser. Non? La connexion que tu peux beaucoup de fois s'établir avec les arts, c'est une connexion qui est liée aux émotions. Il y a je ne connais pas autre manière de faire ça que ce n'est pas les arts. C'est la musique, c'est les plasticiens, parce que les regards aussi de l'artiste, c'est un peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que c'est ça, donc ça crée curiosité, tu y vas, tu essayes, et au final, tu es lié, tu es connecté, tu es là, non? Et ça établit une connexion un peu au même niveau. Il n'y a pas de langue, il n'y a pas de nationalité. Il y a un moment que quand tu es capable de vraiment établir une connexion avec les arts, la musique c'est génial, absolument pour ça, la danse aussi. Il y a aussi une manière d'établir cette connexion avec les arts plastiques et pourquoi non, de lier aussi la musique avec l'art plastique, avec la danse et tout ça. Et il y a des fois que ça crée une connexion que c'est comme wow. Il n'y a pas autre manière de lier ça. Mais beaucoup de fois, ça reste un environnement fermé et pas dans les autres environnements de travail. Non? Et donc, je pense que c'est intéressant d'ouvrir les arts aussi à les publics que c'est déjà convaincu. C'est-à-dire que, en fait, oui, parce que ce que tu dis, Maria, évidemment, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, mais effectivement, là, on était sur les questions aussi de diffusion, de représentation, donc avec les réseaux culturels, le problème que posent les réseaux culturels, parce qu'il existe des scènes, comme le disait Myriam, des scènes qui sont dédiées et donc avec un milieu culturel un petit peu fermé qui est dédié justement à cette culture autre. Et puis, il y a aussi, bien sûr, quand même des lieux beaucoup plus polyvalents qui réservent une partie de leur programmation justement à ces expressions-là, mais qui, bien souvent, sont quand même se limitent à des réseaux préexistants dans lesquels ils ont tendance à se passer les artistes, etc. Se passer, c'est un bien vilain mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, sans forcément qu'il y ait une ouverture et un risque de la découverte aussi de nouveaux artistes.
Oui. Donc, en fait, ce sont un peu toujours les mêmes artistes qui tournent, qui peuvent effectivement circuler plus ou moins librement dans les espaces géographiques avec les frontières qui vont avec. Et alors, justement, comment sortir de ça, en fait? Il me semble que la notion de droit culturel est très intéressante à ce titre-là. Tout à l'heure, tu parlais d'éducation. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette notion de droit culturel permet et encourage? C'est justement le fait que la culture de l'autre, cet autre qui finalement est si proche puisqu'il habite, il habite avec nous, on parlait de société multiculturelle, interculturelle, c'est à voir, ça dépend des situations, ce n'est pas toujours le cas, mais multiculturel, ça, très certainement. Donc, évidemment, pour ne pas rester dans une juxtaposition de cultures différentes, la notion de droit culturel donc, encourage justement tout un chacun à s'emparer de sa propre culture, de pouvoir la représenter dans l'espace public, de pouvoir la pratiquer, de la rendre visible. Et presque, finalement, j'ai envie de dire, de la routiniser. C'est-à-dire que ça ne soit plus exceptionnel, que ça ne soit plus tellement distingué, que ça soit tout simplement une pratique comme une autre, aussi légitime qu'une autre, et pas finalement exceptionnelle, voilà, qui puisse être pratiquée très largement. Et là, pour ça, effectivement, il y a tout un travail des politiques culturelles françaises, des institutions, et même jusqu'aux associations qui sont beaucoup moins concernées, qui, à mon avis, font déjà beaucoup de travail dans le sens justement de ces droits culturels pour divulguer, pour répandre justement des pratiques artistiques, l'enseignement des pratiques artistiques. Effectivement, on peut tout à fait constater que dans les conservatoires, on ne peut pas pratiquer. Est-ce qu'on peut pratiquer du oud dans un conservatoire dans une des plus grandes villes françaises? Je ne pense pas, alors que le oud est quand même un instrument pratiqué dans énormément de pays dans le monde et un instrument extrêmement reconnu mondialement. Voilà, donc c'est un exemple effectivement de choses peut-être à préconiser pour changer des choses. Et puis d'enseignement dès l'enfance, en fait, des pratiques musicales aussi autres, avec des mélanges, justement, des possibilités de rencontres aussi. Voilà, donc effectivement, sur des scènes peut-être plus modestes. Mais il faut effectivement que les artistes puissent aussi. Il y a la question très pratique de comment vivent les artistes. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont très locales, très modestes, qui sont des lieux de rencontre extraordinaires, mais qui ne vont pas permettre aux artistes de pouvoir en vivre correctement. En France, il existe un statut d'intermittent du spectacle qui est conditionné par le fait qu'on soit payé en cachet. Donc, si on ne peut pas dégager de cachet, bien évidemment, ça compromet la professionnalisation des artistes qui, bien évidemment, cherchent à se produire dans des institutions culturelles plus reconnues, mieux financées et qui vont eux-mêmes les rétribuer à juste titre. C'est souvent le cas des musiciens qui le disent eux-mêmes, qui sont peut-être les plus concernés par cette question des représentations informelles où on joue presque au chapeau, en fait. Où un spectacle de théâtre, c'est plus compliqué. Un spectacle de théâtre, souvent, il y a un contrat quand même. Il y a un cachet qui est prévu, qui est prévu à l'avance. Et avec c'est vrai que les artistes, musiciens, bon, c'est souvent, allez, viens jouer dans tel bar, etc. C'est sympa. Effectivement, il va y avoir un public fervent, d'amateurs. C'est extrêmement gratifiant au niveau humain, artistique, etc. Mais évidemment, il y a la question quand même de tout simplement pratique, de pouvoir vivre de son art, en fait. Oui, par rapport à l'apprentissage du oud, moi je pense qu'il y a d'un côté, il y a en fait un écart entre. Alors, d'un côté, on est, je parle des médias, hein, c'est-à-dire on fait une surmédiatisation de tout ce qui est fanatisme religieux. Hein. Je parle de la culture arabo-musulmane. Hein. Et de l'autre, en fait,
tout en sachant qu'il n'y a pas que cette culture-là, parce qu'en considérant la religion comme culture, hein, il n'y a pas cette culture-là, il y a aussi d'autres cultures, comme je disais tout à l'heure. L'identité culturelle n'est pas restreinte, réduite uniquement au côté, à l'aspect religieux. De l'autre côté, en fait, on occulte complètement, on occulte donc au niveau des médias, hein, on valorise pas, en tout cas, on valorise pas ces aspects culturels qui sont autres que la religion. Et donc, justement, l'absence du oud, moi, je pose cette question. Hein, ça m'a tout le temps travaillé, cette question d'absence de oud au conservatoire, par exemple, alors qu'on peut trouver d'autres instruments issus d'autres pays. Hein. Et donc, voilà, la solution est là. Au lieu d'occulter ces aspects culturels, eh ben, il vaut mieux les valoriser pour prévenir justement le fanatisme religieux. C'est une arme contre le fanatisme religieux. Donc, il faut le voir comme une arme contre la radicalisation et en faire un instrument de déradicalisation. Donc, je ne comprends pas pourquoi on fait comme si ça n'existait pas, on ne le valorise pas. Voilà, moi je me pose la question. Alors, on va peut-être conclure là-dessus, à moins que vous ayez une dernière remarque rapidement avant de passer aux questions, pour répondre aux questions des internautes. Sinon, Héloïse, je t'attends. On t'attend pour pouvoir passer aux questions du public. Bonsoir à tous. Alors, première question adressée aux 3 intervenantes. Quelles seraient les meilleures solutions de représentation équitable et d'échange entre toutes les cultures que nous pouvons trouver en France? Et une autre question qui va avec celle-ci. Comment mettre en place les droits culturels dans ce cadre? Avez-vous des exemples concrets? Tu peux peut-être redire la question? La première, en tout cas. La première question, quelles seraient les meilleures solutions de représentation équitable et d'échange entre toutes les cultures que nous pouvons trouver en France? Et la deuxième question, comment mettre en place les droits culturels dans ce cadre? Avec des exemples. Vaste question, vaste programme. Oui. Alors, peut-être que je peux réagir à la première question et peut-être que Sophie, elle sera mieux placée pour le droit culturel. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution idéale. Il y a un repérage. Il faut peut-être identifier les causes de cette... comment dirais-je, catégorisation de l'autre comme exotique. Il faut dépasser cette étape-là, ce stade-là, et travailler vraiment en amont et travailler sur la petite enfance et s'y prendre voilà, bien en amont parce que... Et puis, bien sûr, nous, en tant qu'individus, on ne peut rien faire, à mon avis. Cette question-là, de trouver une meilleure représentation multiculturelle où toutes les cultures sont représentées, je pense que ça se joue à l'échelle, bien sûr, à l'échelle gouvernementale. Voilà, nous, on n'a pas les instruments pour rendre ceci, pour normaliser cette interculturalité. À mon avis, ça se joue vraiment à l'échelle. Il faut une volonté politique. Oui, en fait, j'ai envie de répondre aux 2 questions en fait un petit peu en même temps finalement. Puisque, comme je le disais, s'emparer des droits culturels, c'est aussi une façon de répondre à la première question, me semble-t-il. Effectivement, donc rompre avec
avec ce face-à-face un petit peu biaisé avec la culture de l'autre. Donc, pour rentrer réellement en contact avec elle, donc bah, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, c'est sortir de l'exotisme, c'est sortir de réseaux culturels un petit peu trop fermés et qui ont tendance à se répéter, à se reproduire en boucle pour s'ouvrir beaucoup plus, sortir justement peut-être du cadre de scènes qui sont uniquement dédiées à ces cultures-là pour qu'elles se retrouvent partout, y compris, c'est très important ce que tu disais tout à l'heure dans les médias, parce qu'il faut quand même se poser la question du public et savoir qu'évidemment qu'un grand nombre de personnes en France ne fréquentent pas assidûment, voire pas du tout, les institutions culturelles les plus reconnues. Et donc, les lieux, il faut penser aux lieux de rencontre les plus consensuels, les plus larges, qui sont bah, effectivement d'une part les médias et de l'autre côté peut-être le cadre micro-local du quartier, de l'association, du centre culturel, etc. Donc ça, c'est extrêmement important à travailler. La question de la formation aussi, moi je suis complètement d'accord, Myriam, sur l'éducation dès le plus jeune âge, avec une formation aussi des enseignants, parce qu'on voit effectivement que les enseignants, c'est pas forcément qu'ils ne veulent pas s'emparer de ces sujets-là, mais qu'ils se sentent très désemparés, qu'ils n'ont pas cette formation et on ne peut pas le leur reprocher. Donc, effectivement, avoir aussi, eux aussi, pouvoir avoir une initiation, une première appréhension de ces histoires, de ces cultures artistiques aussi, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Oui. Et donc, pouvoir également, du coup, le transmettre avec non seulement en étant compétent, mais également avec plaisir. Parce que, évidemment, quand on méconnaît, on se tient à l'écart la plupart du temps parce que finalement, on ne se sent pas légitime et on n'y trouve pas de plaisir. Voilà, donc, c'est pour ça que les droits culturels, comment les mettre en œuvre, puisque c'était la deuxième question, bah, c'est un vaste débat parce que ils ont été très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, un petit peu taxés de droits communautaristes. On les a compris à tort comme des droits de cultures justement immigrées. Alors j'ai envie de dire un vilain mot provocateur, mais qui est utilisé en sciences sociales de subalterne, puisqu'il y a tout un courant des sciences sociales qui s'appelle les subaltern studies. Alors ce sont les subalternes eux-mêmes qui se sont qualifiés de subalternes avec provocation et humour. Les Indiens, notamment les premiers, en disant bah oui, nous sommes des subalternes. Dans d'autres circonstances, on dit nous sommes les opprimés, nous sommes les dominés. Et bah, en fait, nous, les subalternes, on n'est pas. Voilà, donc mettre à un niveau justement toutes ces cultures qui ne seraient plus subalternes. Et que donc, de considérer, c'est très important de considérer que les droits culturels concernent tout le monde. Absolument tout le monde. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont été pensés et écrits dans la déclaration de Fribourg de 2017 pour concerner, en fait, pour être d'ailleurs très relié aux droits humains, aux droits de l'homme, qui concernent chaque homme, en fait, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son identité, quelle que soit son histoire, etc. Et les droits culturels, c'est la même chose, en fait. Et donc, peut-être que pour rompre cette frontière, ce clivage, il faudrait que chacun s'en empare sans le limiter au quartier politique de la ville, à des questions forcément de culture immigrée, etc. Qui partent, en fait, ces actions partent d'une bonne intention, mais finalement finissent par être stigmatisantes et un peu clivantes. Une autre question peut-être. Pensez-vous que les institutions qui véhiculent des images encore trop caricaturées et minoritaires des altercultures soient prêtes à engager un dialogue nécessaire pour briser l'entre-soi de la culture en France? Peut-être que vous vouliez réagir. Le début de la question, non, je vais. Pardon, Héloïse, je ne vois pas la question que tu as dit, mais il y a une autre question qui est un peu liée à l'intérieur, parce que les personnes antérieures demandaient aussi des exemples. Et il y a une personne aussi qui parle des
finalement apprécier de comme casser, briser un peu les stéréotypes, non? Et des exemples en cette direction. Et bon, demander des exemples français, mais je ne connais pas encore, mais je peux partager un exemple d'un projet que j'ai développé en Madrid avec une communauté qui était marginalisée, avec beaucoup de problèmes économiques et sociaux, une communauté marocaine là. Et donc, j'ai trouvé une organisation qui voulait travailler dans ce quartier, mais encore, il n'avait pas commencé à travailler là. Donc, quand j'ai parlé avec il, bon, j'ai proposé de faire un projet, quelque chose d'artistique pour commencer à établir une liaison avec la communauté. Donc, j'allais à l'assemblée de les quartiers et je proposais de faire un projet de fresques, de murales dans les quartiers. Et bon, il m'a dit oui, peut-être, pourquoi non. Donc, les jours suivants, j'allais là avec les peintures et commençais à pinter les murs. Et bon, beaucoup de personnes me regardaient comme elle est fou, qu'est-ce qu'elle fait? Mais après, une personne s'est arrêtée, demandait bon, qu'est-ce que tu fais? Bon, est-ce que tu veux un thé? Est-ce que tu veux un cookie ou quelque chose? Donc, on commençait à parler. Les jours après, j'allais autrefois, donc on continuait à parler. Donc, les jours après, les enfants commençaient à pinter avec moi. Et personne de l'organisation commençait aussi à venir. Et comme ça, on établit une liaison avec la communauté. Et après, l'organisation a commencé à travailler là. Et il y a 11 ans qu'il développe projet avec cette communauté. Donc, vraiment, c'est une manière de briser cette frontière et commencer à se communiquer avec les arts. Donc, je pense aussi que c'est important, c'est laisser emporter un peu pour l'expérience artistique. Et comme ça, on s'oublie de les stéréotypes. Alors, il y a deux questions qui me sont adressées. Est-ce que je peux leur répondre? Donc, Héloïse, après ta permission, je lis la question. Myriam Azizi, la marginalité des cultures non médiatisées peut-elle être source d'inspiration pour la création artistique? Autrement dit, le fait de rester invisible, est-ce que ça... moi, je dirais que qu'est-ce qu'une création artistique sans le public? Parce que je relie le fait qu'une culture est non médiatisée bien sûr à une absence d'un public large. Donc, on va rester dans un public qui a déjà les prérequis de la culture. Donc, ici, pour mon cas, du oud et de la musique arabe, donc savante et aussi libérée aussi du côté traditionnel. Mais voilà, tant que cette création artistique n'est pas relayée par les médias, donc on reste dans la marginalité, et même si l'inspiration, elle continue, bien sûr, ça ne peut pas freiner la... si, bien sûr, parfois on peut être déprimé du fait d'être marginalisé et ne plus produire, mais fort heureusement que l'art est plus fort que tout et ça nous maintient justement aussi en vie, et surtout pendant le confinement, c'était le fait de pratiquer le oud, c'était pour moi comme si on m'ouvrait un espace-temps parallèle à ce confinement que je vis, à cette crise. Donc, c'était une aubaine de jouer un instrument et de pouvoir, au contraire, créer pendant cette situation de crise sanitaire. Alors, donc, je réponds à la question. Moi, selon moi,
donc la création artistique sans être relayée, on resterait quand même comme un artiste retranché dans sa tour d'ivoire et c'est pas le but. Le but c'est d'atteindre le maximum d'individus et de partager sa création. Sinon, à quoi bon créer aussi? La deuxième question, c'était par rapport à l'apprentissage du oud. Est-ce qu'il y a en France, Isabelle Seyss, est-ce qu'il y a en France des endroits où on peut pratiquer une activité culturelle et artistique issue de la migration, exemple apprendre à jouer le oud? Oui, ça existe, mais encore une fois, c'est des petits centres de quartier ou dans des associations, mais on ne peut pas poursuivre c'est-à-dire une formation reconnue à l'échelle nationale, une formation diplômante. Hein. Il n'y a pas encore une formation diplômante du oud, bien qu'il est omniprésent hein, dans le pays, mais jusqu'à maintenant, pas de formation diplômante. Et du coup, une dernière question qui est adressée aux 3 intervenantes. Comment s'éloigne-t-on des stéréotypes concernant l'autre pour pouvoir finalement apprécier l'art sans frontières? Oui. Allez-y, Sophie. J'essaie de retrouver la question. Alors, la question, comment c'est s'éloigne-t-on des stéréotypes concernant l'autre? Oui. Il me semble qu'on a largement, c'est pas que je veux pas répondre à la question, mais il me semble qu'on a largement abordé ce point. Sans vouloir frustrer la personne, je prie de m'excuser la personne qui a posé cette question, mais je pense effectivement qu'on y répond quand même relativement dans l'heure qui vient de s'écouler. Par contre, j'ai lu une autre question à laquelle on n'a pas fait allusion, un point auquel on n'a pas fait allusion et qui me semble intéressant aussi par rapport au sujet, c'était la notion de soft power. C'est puisque la culture évidemment est au centre de cette notion-là. Et c'est vrai que je pense que ça joue un rôle très important effectivement dans le choix qui peut être fait des pays qui sont les plus représentés, des artistes qui sont les plus représentés. Il y a tout un jeu diplomatique effectivement entre les pays qui se retrouve, à mon avis, dans le cadre institutionnel de la culture, en fait. Que ça soit à l'étranger, dans le cadre des instituts culturels français, etc. Et puis, évidemment, sur le territoire français également. Et donc, évidemment, ça biaise un petit peu, ça flèche un petit peu des choix qui vont être faits en matière culturelle, en matière de programmation culturelle. Très bien. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, on s'excuse pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont posé des questions, à revenir donc, à la prochaine conférence et de pouvoir aussi échanger avec les prochains intervenants. Donc, merci à vous, à toutes trois, Maria Peñacoto, Maria Azizi et Sophie Moulard, d'avoir participé. Et merci à toutes et à tous d'avoir été présents en ligne chez vous. Et je vous donne donc rendez-vous pour la 4e rencontre qui se déroulera le 18 janvier 2021 et dont le thème sera « Envisager la création artistique dans le processus migratoire ». Voilà, merci. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous de nous avoir invités en tant qu'intervenants. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Un plaisir. Bonne continuation. Ouais. Merci, vous aussi. On est toujours... Nous ne sommes plus en ligne, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a un mot du carreau du temple. Mon nom. Est-ce que nous sommes toujours avec le public?